Le pape Jean-Paul II, il avait une devise qui était « Ne vous craignez pas ». Donc ne vous craignez pas, mes conclusions vont être assez brèves. Premier point, la transformation d'un tourisme de masse à un tourisme de niche est en cours. Le tourisme estival de montagne reste un tourisme pour tout le monde, mais la montagne n'est plus la destination favorite des familles des pays proches de la montagne. La raison pour ce développement est simple. Le tourisme estival de montagne est fortement concurrencé. Pour la traditionnelle de la montagne, beaucoup d'autres options, souvent accessibles et souvent moins chères pour passer des un peu central. Apparemment fait allusion à la tourisme estival en montagne dépendront donc à l'avenir du spectre, plus votre spectre d'activité de niche est large, mieux vous faites. Du point de vue de la durabilité, on a parlé de durabilité, on peut dire que la réduction un tourisme qualitatif que quantitatif, pourquoi pas, et on va trouver avec cela peut-être un meilleur équilibre entre la croissance économique et la protection. Il faut embellir, non massifier nos sites touristiques dans les Alpes. Ce qui me console, c'est que les grandes tendances lourdes sont favorables au tourisme estival en montagne. Le désir de la population urbaine de vivre des expériences de la nature, le goût de l'aventure et en plein air, le besoin de séjours de vacances dans un environnement sûr, l'accroissement du nombre de jeunes gens goûtant les aventures de la montagne et l'augmentation des seniors actifs adeptes de ce qu'on appelle Alpine Wellness sont d'autant de facteurs qui stimulent la demande pour le tourisme estival en montagne. Et le changement climatique rendra les séjours en montagne avec ces températures modérées et fraîches de plus en plus attrayantes. Le visiteur, c'est mon opinion, le visiteur potentiel préfère en général l'été à l'hiver. L'été touristique devient de plus en plus varié dans les régions de montagne. Les randonnées et l'alpinisme sont en vogue aujourd'hui, plus que hier. Prada, donc je ne fais pas leur promotion, Prada produit des souliers de montagne. Red Bull organise des événements de varap. À côté de ces activités de loisirs de montagne classiques, se sont établies, comme vous le savez bien, de multiples activités de sport de niche, telles que le paragliding, river rafting ou canoeing, tous des choses à risque d'ailleurs, le bungee jumping. Le mountain biking, avec toutes ses formes, sort du lot. Il est devenu, à côté de la randonnée, un deuxième pilier très important d'activité à l'air libre qui induit des dépenses touristiques toujours plus importantes. Bon, les nouvelles disciplines de sport, de loisirs, de montagne attirent des gens qui aiment le adrénaline kick, le body feeling, pour m'exprimer en des termes modernes. De nombreux visiteurs potentiels ne sont plus dépendants des vacances d'été, ça c'est nouveau, parce que les sociétés vieillissent et le nombre d'enfants diminue, et les séjours classiques en montagne, comme la semaine de sport ou les 3 semaines de vacances, sont remplacés par des séjours beaucoup plus courts. Et dans les grandes stations de l'arc alpin, on constate déjà que le travail et le temps libre se mêlent. J'ai préparé le congrès dans une maison en montagne. Puisque les stations de ski et de sport sont bien accessibles, il y a plus de personnes, toujours plus de personnes qui mélangent loisirs et travaillent dans le calme de la montagne. L'internationalisation, on n'a pas tellement parlé de l'internationalisation, elle existe. Des investisseurs des pays émergents investissent dans les grands pays alpins
Et beaucoup de visiteurs, surtout asiatiques, j'ai vu dans le cas de la Corée, ils ont une coopération avec la montagne, le glacier que j'ai exposé dans mon introduction du Titlis. Les intervenants ont proposé des solutions très ciblées afin de surmonter les problèmes du tourisme estival en montagne. Porteuse un ensemble pas seulement pour réinventer l'été en montagne. Ceux qui ont proposé durant cette conférence ces approches stratégiques, ils n'ont pas l'illusion de pouvoir changer les grandes tendances lourdes, mais ils veulent soutenir, s'adapter aux trends, ils veulent soutenir les processus de spécialisation et de différenciation du tourisme de la montagne qui sont déjà en cours. Ils veulent exploiter davantage l'avantage compétitif que l'été, que le tourisme de montagne peut offrir 2 saisons, dont celle de l'été, qui peut être élargie par celle du printemps. Regardez dehors, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que c'est le début du printemps ou c'est le début de l'été? Je ne sais pas. Le tourisme estival de la montagne doit être réinventé, repositionné sur les marchés et ses produits traditionnels rajeunis. Il faut rappeler aux visiteurs potentiels les grandes attractions de la montagne, sa nature sauvage et ses pics avec leur panorama extraordinaire. Et on a aussi le droit de les rendre attentifs qu'en région de montagne, la fraîcheur est agréable et l'attraction des rivières aujourd'hui et lacs invitent à se baigner en été. Ce matin, nous avons appris que rendre la montagne plus intéressante est possible aussi par les nouvelles technologies. Ça peut à la rigueur, pour certains segments, relancer le tourisme estival de montagne. J'ai compris la notion de smart country ou pays intelligent, qui devient un instrument qui facilite d'abord l'analyse des flux des visiteurs, la traçabilité des visiteurs. Je ne suis pas tout à fait un adepte de tout ça, mais ça devient un instrument pour contribuer à une meilleure production, une meilleure distribution du produit de l'été. On peut donc rendre plus intéressant le produit l'été aussi par de montagne en donnant aux gens la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle donc cette réalité augmentée où en même temps je peux voir le monde, je suis dans le monde virtuel et dans le monde pratique. De toute façon, voilà, c'est comme une deuxième nature. On ajoute aujourd'hui une deuxième nature, on verra ce que ça donne. Il faut attirer de nouveaux clients en leur disant, très traditionnellement, attention, la montagne, ce n'est pas seulement pour alpinistes ou pour des gens qui font des longues randonnées, mais il faut dire que la montagne est accessible, il faut la faire accessible. Et pour ça, on n'a pas parlé, mais un monsieur a soulevé cette question. Par exemple, les besoins des randonneurs, on n'a pas parlé de ces besoins. Et je dis donc, la satisfaction des nouveaux besoins des randonneurs exige des chemins bien entretenus et balisés, qui traversent des paysages intéressants, allant jusqu'aux zones de haute montagne. Ce n'est souvent pas le cas, et je ne vais pas faire un contrôle de tout ça. Il est aussi indispensable, de créer autour de ces chemins des possibilités de se ravitailler et de dormir dans un cadre approprié. C'est important pour les randonneurs et même dans mon pays, en Suisse, nous avons un réseau très performant, mais souvent je ne trouve pas de restaurants sur ces parcours. La montagne devient de plus en plus, et ça c'est important, un lieu de bien-être. Le tourisme de montagne attire toujours plus de visiteurs souciés de leur santé par ses avantages de climat et ses ressources en eau thermale. C'est rien de nouveau. Mais aujourd'hui, donc, on a un nouveau concept de ce que les anglophones disent l'alpine wellness, combiné souvent avec medical wellness, healthcare. C'est un concept holistique qui vise à une expérience de vacances unique, reposant et intéressant, comme l'exemple de l'Algueuil, pays du fameux Dr Kneipp, je ne le savais pas, celui qui a un peu inventé le bien-être. Une région avec son tourisme doux,
reposant, intéressant, avec l'énigmatique château romantique de Neuschwanstein. C'est pas évident que cette région ait tellement fait une grande croissance parce que c'est une région entre les grandes montagnes, entre les grands sites touristiques. Je vous rappelle que la clientèle du tourisme estival en montagne est dans la plupart des pays est assez âgée. Le vieillissement de la clientèle en montagne pose des problèmes sérieux de relève. Le développement des sports, c'est pourquoi le développement des sports d'aventure d'été, qui sont généralement quand même pratiqués par des jeunes, améliore, rajeunit l'image des stations et donne aux stations de montagne une nouvelle dynamique. Et ces nouvelles disciplines de sport s'ajoutent au sport de loisirs traditionnel, comme nous l'avons vu. C'est comme dans l'innovation, l'ancien produit ne disparaît pas. Mais là vient mon point, et c'est un point positif à mon avis, nous avons un outdoor boom, et cet outdoor boom demande des équipements et des techniques toujours plus sophistiquées, ce qui exige d'importants investissements au niveau de l'apprentissage du sport, du matériel à utiliser et de l'aide de moniteurs pour accompagner les aventures recherchées. Donc, ce n'est pas une affaire pour tout le monde, mais c'est une affaire pour des gens qui sont prêts à se sacrifier, qui sont aussi prêts à payer. Et bien sûr, et là, nous avons une autre source de cross-marketing parce que l'industrie des articles de sport est très intéressée à l'outdoor boom. Et l'outdoor boom en montagne, dans les pays alpins, marche beaucoup plus fort que le marché de ski, entre nous soit dit. Il faut aussi s'attaquer à une atmosphère de relâche et de fête et lutter contre l'ennui. Les stations de tourisme de montagne sont rarement extrêmement intéressantes. Elles ne sont pas comme les plages. Il ne suffit pas de fleurir les sites. Il faut créer une atmosphère comme dans les plages. On doit accompagner ça d'une offre culturelle. Nous avons parlé avec Ischgl aussi une certaine culture, un style de vie, et ça c'est important, et parce que ça peut aussi inciter des gens, parle souvent des résidences secondaires, les gens qui ont une résidence secondaire, s'il y a une vie culturelle, une vie de nocturne, une vie d'association, peut-être on va même prendre son domicile dans un lieu comme par exemple Andorre, qui est quand même une ville. Andorre c'est une ville au-dessus du brouillard, et le visiteur contemporain est un urbain. Et un urbain, il aime être en ville. Mais de temps en temps, il aime aussi aller dans le vert. Il s'excite quand il voit le silence de la nature. Et Ischgl, pour moi, est quand même un exemple assez intéressant pour un positionnement unique, très axé sur le style urbain, mais dans un espace assez grandiose. Et là, je dois dire un fait qui est très important si nous voulons avoir du succès avec nos stratégies. Il faut des pionniers, il faut des entrepreneurs courageux et fameux. Et je pense que le prêtre d'Ischgl et l'instituteur n'ont pas eu du plaisir avec M. Andreas Steibl et avec ce qu'il fait. Finalement, je termine un peu avec une remarque sur le changement climatique. On a toujours parlé du changement climatique. Il y a 2 semaines, le nouveau rapport du changement climatique est sorti. C'est sérieux, ça existe, il y a des dommages, mais profitons d'abord maintenant du fait que l'été devient plus chaud. Maintenant, on peut skier dans les Rocky Mountains au mois de janvier. Avant, il a fait trop froid. Et ce qui est étonnant dans ce rapport, c'est qu'on dit que les coûts d'adaptation, leur pourcentage au PIB mondial, le rapport Stern en 2006 a dit c'est entre 10 et 20%. Dans le nouveau rapport de International Panel on Climate Change, c'est entre 0,2 et 2% au PIB. Par ça, je ne veux pas appeler à ne pas faire des mesures contre waste and pollution. Par contre, nous vivons maintenant et nous devons profiter de la chaleur supplémentaire que nous avons dans les stations. Voilà uniquement pour finir ça. Et ma dernière parole, je remercie tous ceux, donc surtout les orateurs, ceux qui nous ont aidés. Et étant un peu celui qui, avec Luigi Gaido, a travaillé sur ce congrès, nous sommes très contents que nous avons trouvé, avec les organisateurs, avec le ministère, avec l'Organisation mondiale du tourisme, un thème
pertinents, importants, novateurs, qu'on a pu traiter ici à l'échelle internationale. Et ça, c'est unique. Donc, merci beaucoup de votre participation.